Donc la Casa des Papel, on va en parler de la saison 4. Pourtant, Roman explique ce qui s'est passé sur WhatsApp avec quelqu'un qu'on va saluer quand même s'il n'est pas là ce soir. Ouais, on va saluer Morgane, un ami commun à toi et moi. C'est même plus qu'un ami, c'est un frère, quoi. Ouais, carrément. Non, en fait, pour expliquer brièvement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, personnellement, je suis pas... J'ai pas une historique de grand cinéphile ni de sériephile. Je sais pas si on peut le dire ainsi. Oui, ça va Yannick? Non, parce que ça me fait rire, parce que je t'imagine, tu sais, genre au premier palier de qui veut gagner des millions et comment s'appelle le méchant sur de Star Wars. Et t'es là, tu fais ah merde, j'ai pas vu. Et le mec, non, bref, il aurait pitié de toi. Bon, alors, comment s'appelle le héros de Game of Thrones, quoi, tu vois, genre. C'est très bien, quoi. Non, mais tout ça pour dire que bon, je suis comme tout le monde. Le phénomène de la Casa des Papel, je me le suis pris quand même d'une part plutôt indirectement, où je m'intéressais peu aux séries en général, donc peu à la Casa des Papel, même si forcément j'en avais reçu plein d'échos. Alors ce qui est marrant, c'est que avant que je commence à regarder la série, donc il y a 3 mois en arrière, j'avais l'impression que tout le monde était dithyrambique sur la série. Et il a fallu que je commence à regarder la série et que j'en parle un peu autour de moi pour que tout le monde me dise « Ah mais non, mais putain, mais Roman, qu'est-ce que tu fais? La Casa des Papel, c'est pourri, c'est écrit avec les pieds et tout. » À ce moment-là, déjà, tu sais, volte-face, je dis aux gens « Mais putain, mais j'ai l'impression que ça fait 3 ans que vous en parlez en bien, il suffit que je regarde pour qu'on me mette... Non mais nous, avec Morgane, avec Momo, on t'a prévenu sur le groupe. Sur le fameux groupe auquel personne n'aura jamais accès. Quoi. Ce qui fait que j'ai commencé à regarder la série un peu à tâtons, un peu à reculons. Bon, ceci dit, première saison top, j'ai été embarqué dans le rythme. Là, tout à l'heure, on se demandait qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo est bon. Là, pour moi, la première saison est bonne, elle est réussie, c'est-à-dire que tu as un rythme qui est maîtrisé, tu as une mise en situation qui suit une vraie courbe de progression ascendante. Tu as une empathie avec les personnages qui se crée au fil des épisodes, surtout envers le professeur. Et tu as des situations dans la série, dans ce qui se passe dans la série, qui fait que c'est de plus en plus what the fuck, mais en même temps, ça flirte intelligemment entre le what the fuck et le crédible, tu vois, même si ça reste de la fiction et que je veux apporter une précision en fait. Je parle de la première saison là pour l'instant. Ouais, en fait, ce qui est vachement bien, donc c'est cette histoire de braquage parfait. Ça renoue avec le mythe du crime parfait, tu sais, qui ne blesse personne, etc. Donc on a un cerveau, el professeur, parce que moi j'ai regardé en espagnol forcément. Attends, du coup, on spoil ou pas trop? Non, mais il n'y a rien à spoiler. Et du coup, mais si, il y a quand même à spoiler. On spoil vite fait. Non, on spoil pas. On spoil pas. Allez, d'accord. Et donc, le professeur, il réunit les meilleurs cerveaux du pays. Les meilleurs cambrioleurs, les meilleurs spécialistes en explosifs ou quoi. Et en fait, il va les réunir, il va faire une espèce d'académie et il va apprendre à ces gens-là à maximiser leurs compétences et surtout, il va prévoir un plan parfait. En fait, toute la mécanique de la série, c'est à chaque fois, t'as l'impression que la police arrive à les coincer, tu vois, à mettre en échec leur plan. Et en fait, le professeur, il a toujours pensé à tout et donc il a toujours un coup d'avance. Et en fait, il a toujours anticipé plusieurs scénarios possibles. Il a tout anticipé. Il compare ça à un jeu d'échecs, en fait. Il sait d'avance s'il place son pion à tel endroit, comment l'adversaire, donc les forces de l'ordre, vont positionner leurs pions. Et en fonction de la manière dont les adversaires vont positionner leurs pions, lui... il sait qu'à partir de tel schéma de jeu, il va positionner son autre pion à tel endroit. Donc il a toujours plusieurs plans différents pour chaque situation. Oui, ça rappelle un peu Prison Break, mais c'est un peu différent parce que c'est un braquage. Et c'est aussi... ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes... il y a des acteurs très marquants. Je pense notamment à la magnifique Tokyo, qui était, pour la petite histoire, Jul était fan d'elle jusqu'à ce que Jul puisse participer à la promo et lui fasse faire son fameux signe. Je pense que ça, c'est assez fou comme what the fuck. Et du coup, il y a... Donc, en fait, ce qui est vachement prenant dans cette histoire, c'est le coup du... à chaque fois, en fait...
attendre que la police arrive à placer ses pions et voir comment le professeur avait anticipé et comment il arrive à en fait avoir un coup d'avance. Donc tu as toujours ce roller coaster en disant bon, c'est fini pour eux, c'est fini pour eux, c'est fini pour eux. Ouais. Hop, non, le professeur il a pensé à tout, machin truc. Et surtout, quand je rebondis, t'as de la part du spectateur, donc de la part de nous, une empathie naturelle pour, entre guillemets, les méchants, si on a une vision manichéenne, c'est-à-dire les méchants, les braqueurs, tu vois. À bien aucun sûr, moment, pour les hors-la-loi. Ouais, voilà, pour les hors-la-loi. À aucun moment, t'as envie que la police ne mette à mal leur plan. Et je fais juste un parallèle entre La Casa de Papel rapide et Black Mirror. C'est-à-dire qu'ils tirent une ficelle qui est importante dans Black Mirror. Dans tous les épisodes, t'as cette notion de pression de l'opinion publique, en fait, qui va façonner les directions prises par les gouvernements ou par les forces de l'ordre. Et en fait, c'est une ficelle qui est vachement exploitée par le professeur. C'est un truc qui va employer stratégiquement pour retourner la situation contre la police. Je trouve que c'est un truc qui est très bien amené, tout du moins dans les deux premières saisons, où quelque part, toi, tu fais presque partie de l'opinion publique en tant que spectateur. Tout à fait. Tu te rejoins à la cause des braqueurs, des malfaiteurs. Oui, exactement, quoi. C'est donc t'as toutes ces mécaniques-là de jeu du chat et de la souris entre la police et les braqueurs. Les braqueurs qui sont tous extrêmement attachants. Le professeur est très stylé avec ses cheveux longs, ses lunettes carrées, sa petite barbe, etc., sa petite veste, en étant un petit peu comme un héros de jeu vidéo. Tu vois, il rentre pas trop dans les blagues, les tentations des autres. Tu as Tokyo qui est la femme extrêmement libre, un peu sauvage, etc. Tu as le beau gosse, t'as les beaux gosses Berlin et comment il s'appelle, Denver, peut-être à claque. Voilà. Et donc tu as toute une escarcelle de genres de profils ultra variés. Donc en fait, au-delà, et si tu veux, la série était pensée pour l'équivalent de 2 saisons, parce qu'en Espagne c'était des parties qui se suivaient en fait. Donc la série, et en fait le parallèle avec Prison Break est extrêmement pertinent, dans le sens que Prison Break, bon appétit Julien à toutes. Ouais. Bon bisous. Dans le sens que merci. Dans le sens que Prison Break, pareil, le mec il avait prévu 13 épisodes, au final la saison 1 ils l'ont étiré, et ensuite il avait rien prévu, et ça s'est senti. Et en fait, non seulement anecdote marrante, le directeur de mon école est le sosie de professeur à la Casa de Papel. Moi j'ai quelqu'un un professionnel de santé dans mon entourage qui est le sosie de Kyo Gamer, donc chacun ses sosies. Oui, tu m'en avais parlé. Vas-y, reprends le fil. Et du coup, ce qui a aussi beaucoup plu aux gens, et moi beaucoup plu à certains viewers, et moi qui m'a déplu, c'est qu'ils ont intégré des romances dans la Casa de Papel entre certains membres de l'équipe de braquage, et surtout entre des membres de l'équipe de braquage et des otages. Ce qui est complètement en fait antinomique avec le plan du professeur, qui est un plan parfait, sans accroc, où tout est millimétré, où chaque coup est anticipé. Et en fait, non, le danger ne vient pas de la police qui va faire son travail et qui va être un peu foncé tête baissée dans chaque plan, mais en fait dans l'incapacité des membres de l'équipe du professeur de suivre le plan à la lettre, et de laisser place à des instincts comme si émotionnels et sexuels, beaucoup plus qu'au professionnalisme. Alors qu'en fait, et en fait, moi, ça déjà dès la première saison, ça me sort du truc en fait. Pourquoi ? Ah ben ça me sort parce que c'est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Non, je suis pas d'accord. Ah ben pour moi c'est complètement incohérent parce que le professeur. En quoi c'est incohérent ? Mais parce que jamais de la vie des professionnels qui se préparent depuis X mois voire X années, soi-disant les meilleurs dans leur genre. Ouais, mais alors je rebondis sur ça. T'as dit en début d'argumentaire qu'il a choisi les meilleurs. Ouais, oui et non. Il le dit, hein. Au début de la série, vous êtes les meilleurs.
Il le dit. Ouais, donc, ils sont les meilleurs dans un domaine précis, mais humainement, ils sont tous remplis de failles, en fait, tu vois. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'est incompatible. Non, c'est pas incompatible. Moi, je te donne mon avis. Pour moi, c'est incompatible parce que je pense que si tu as autant de failles, tu peux pas avoir une réputation aussi élevée et durer aussi longtemps dans l'illégalité et le crime avec autant de failles. C'est-à-dire que c'est les failles pour moi, pour moi, je les vois pas aussi beaux et forts que ce que tu les percevais en début de série, en fait. Pour moi, d'emblée, alors certes, je dis pas qu'il a choisi les plus mauvais braqueurs ou les plus mauvais malfrats, mais c'est plus que, à mes yeux, ils étaient d'une suffisamment malléables pour s'en tenir à un plan du professeur. Et de deux, c'est vraiment le professeur qui chapeaute tout, en fait. J'essaie de trouver un exemple. C'est un peu l'histoire un peu des Rasta Rockets, entre guillemets, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et Mixer Pixel dit, si tout se passait comme prévu, l'histoire serait pas chiante, Yannick. Mais en fait, j'aurais préféré que les imprévus viennent plutôt de la police et qu'il y ait en fait une dynamique à la Death Note dans la première partie de ce manga, c'est-à-dire que entre L et M, si je me trompe pas, entre deux cerveaux en fait qui est un anti-professeur chez les flics, quelque chose et ça aurait été vraiment bien, et que si tu veux, ça soit pas tout bêtement des otages ou des pétages de plomb personnels qui fassent craquer l'équipe de braqueurs, mais justement les moyens de la police. Et ça aurait amené une... Oui, je comprends ce que tu dis. Ça aurait amené en fait quelque chose qui m'a manqué depuis le début, c'est-à-dire que depuis le début, j'ai vraiment l'impression que c'est une série qui est calibrée pour les adolescentes. D'ailleurs, le cœur de cible de La Casa de Papel, c'est des jeunes filles entre 15 et 30 ans. C'est vraiment le cœur de cible. Ah non, c'est vrai, j'ai lu plusieurs papiers dessus. Si, c'est le cœur de cible. Alors, pourquoi j'ai kiffé à mort les 2 premières saisons? Mais beaucoup de gens ont kiffé. C'est pas parce que le cœur de cible d'un truc, c'est ça que tu vas pas kiffer. Mais je pense que si on prend 100 spectateurs de La Casa de Papel, je pense que on est à 60% des femmes. J'en suis certain. Alors, si on est juste dans cette répartition-là, tu peux pas non plus dire que c'est le cœur de cible. Je te dis ça à la louche, ça se trouve en tout cas, je pense qu'il y a une grande partie des moi dans tous les gens que je suis sur les réseaux sociaux, 8 personnes sur 10 qui ont été vivement la saison 4 quoi, c'était des meufs. Romane, la petite pucelle de 15 ans. Mais après, moi j'ai bien aimé les 2 premières saisons, mais j'ai pas crié au génie. Pour moi, c'était ok, c'est un truc qui se laisse regarder, mais disons que les 2 premières saisons... tu vas regarder Breaking Bad, tu vas avoir des crises cardiaques tellement que c'est exceptionnel, quoi, tu vois. Non, mais disons que... Oui, il y a Neymar dans la saison 3, ouais, c'est vrai. Il sert à rien d'ailleurs. Neymar qui a été rajouté par rapport à la... Il y a eu une mise à jour de l'épisode, en fait. D'accord, ok. Mais juste, toujours sans spoiler, on va dire qu'ils ont quand même réussi le tour de force au cours des 2 premières saisons à boucler un arc narratif général, si tu veux. Mais pour moi, là, ça devait s'arrêter là. En fait, ça devait s'arrêter là. C'était le plan initial. Et là, et la saison 3 commence, et là, Attends, il faut expliquer quand même qu'entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, je pense qu'il y a eu un phénomène important qui a expliqué cette déchéance. Alors je sais pas si ça a été racheté ou repris par Netflix, qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Netflix a racheté la série, ouais. Parce que les 2 premières saisons ont été produites par Antena 3, c'est ça? Antena 3, ouais, c'est un truc... Une société espagnole. Tout à fait. C'est réalisé par Alex Pina. Et derrière, Netflix a racheté et a voulu produire des parties des saisons supplémentaires, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et donc c'est à partir de là où vraiment... on sent la Netflixisation de la série. Non, tu sens surtout qu'ils ont voulu tirer pour moi Netflix c'est l'ennemi de la série en fait, et je vais être franc, pour moi oui The Shield, Yannick F, je l'ai vu bien sûr, c'est mythique. Pour moi The Shield, The Wire, Breaking Bad, Oz, Friends, Lost, c'est mes séries préférées, avec aussi Fringe et voilà. Et The Office. Restons-en vraiment à La Casa de Papel du coup. La Casa de Papel, donc pour moi, c'est dès que Netflix a mis la main dessus, déjà que je trouve que c'était une série qui était déjà bien formatée pour un certain public et quelque chose. Là, c'est un formatage atroce. Après, absolu. Le début de la saison 3, le problème... le début de la saison 3, c'est tellement ridicule.
C'est Non, mais tellement ridicule. pour moi, le problème, c'est pas le formatage, en fait, qui a mis en péril la série. Le problème, c'est que tu pouvais plus rien écrire là-dessus, en fait. Non, il Et fallait, forcément... il fallait prendre des risques, en fait. Non, mais oui, mais le problème, c'est que derrière, déjà, il y avait eu déjà pas mal de surenchères dans les situations rencontrées dans les 2 premières saisons. Mais encore, ça restait plus ou moins crédible. Mais derrière, forcément, vu qu'ils ont voulu tirer la corde, ils se sont dit, on va aller encore plus loin dans la surenchère et dans des situations qui du coup, n'ont plus ni queue ni tête. Ce qui induit que derrière, toi, en tant que spectateur, tu commences à perdre petit à petit l'empathie que tu ressentais pour les personnages. Presque, j'en suis à un point où si demain tel personnage meurt, je m'en fous, en fait, tu vois. Si demain la police l'emporte sur les malfrats, je m'en fous, tu vois. Au point où j'en suis à la saison 4. Parce que t'as perdu presque cet équilibre qui était vraiment difficile à maintenir sur les 2 premières saisons. Il a complètement basculé parce qu'ils ont voulu en faire trop, en fait. Et là, si on refait le lien sur le débat précédent, ils ont voulu garder un équilibre narratif pour maintenir le spectateur en haleine, mais ils l'ont complètement perdu. Mais oui, mais c'est le syndrome, quelqu'un dit, c'est le syndrome Prison Break, c'est le syndrome de beaucoup de séries qui, Heroes, pareil, qui avait un bon truc. Ozark, je sais, Mehdi, je l'ai dans ma liste. Je vais terminer ce que je suis en train de regarder. Non, Zaniok, je ne veux pas que tu mettes ce message 2 fois que je le supprime, parce que ça spoil la fin d'FF7. Putain, arrêtez de spoiler dans les commentaires. Ah ouais, non, ouais. Merde, putain, c'est le moindre des respects, quoi. Il spoil la fin d'FF7, c'est complètement con, quoi. Bref, et du coup... Et ne mettez aucun spoil, aucun spoil, voilà, ni sur rien. Ni sur rien, pas de spoil dans les commentaires. Sérieusement, si j'ai supprimé une fois le message, c'est pas pour m'amuser, quoi. Et s'il vous plaît, spoilez pas non plus la date de fin de confinement, hein. Surtout. Surtout pas ça, quoi. Parce qu'on sait que c'est Better Call Saul, évidemment. J'ai regardé l'épisode d'aujourd'hui, c'est le préquel de Breaking Bad. En fait, oui. Après, dès que Netflix a racheté, ils ont voulu faire quelque chose rapidement, donc ils ont pris, je sais. Enfin, ils ont gardé les mêmes. C'est la même équipe de scénaristes et tout qui a fait les... Franchement, je sais pas. Je crois. Enfin, c'est toujours réalisé par Alex Pina. Après, je pense que il y a pas de raison que l'équipe ne bouge. Mais c'est-à-dire que quand tu n'as pas d'idée et que tu as la pression de Netflix derrière, voilà, c'est pas bon. Et la saison 3, elle commence avec un truc avec un lance-roquette, mais c'est complètement, c'est d'une connerie monumentale. Et le prétexte du nouveau braquage, c'est tellement débile, c'est tellement nul. Et l'histoire se perd, les personnages deviennent la caricature d'eux-mêmes, les tensions sexuelles. En fait, ils ont poussé les curseurs de tous les trucs. Les plus chiants, les curseurs ont été poussés au maximum, et le truc le plus intéressant qui était finalement le côté cérébral du personnage, qui m'a vraiment fait penser au début, franchement, si vous avez vu Death Note, c'était vraiment le jeu d'échecs entre l'inspectrice et le professeur, même si le professeur avait 50 coups d'avance. Il y avait ce coup un peu stratégique là-dedans qui amenait une vision nouvelle, justement. Voilà, tout le monde, c'est le mythe, si tu veux, de tous les malfrats. C'est quelque chose de très romantique. Le casse presque parfait, sans accroc, sans bavure. On rentre, on prend, on sort. Personne n'a rien vu, personne n'est blessé. On disparaît de la circulation. Merci, au revoir. Voilà, ça c'était le truc. Au final, le bâtiment est encerclé par l'armée, alors que, et franchement, n'importe qui, n'importe quel gouvernement, moi ce que j'aime, après j'aime pas, je suis pas forcément pro-policier, loin de là, mais c'est de façon, enfin les policiers espagnols, t'as l'impression que c'est les pires des nuls, quoi, tu vois, genre... les mecs, vous encerclez la banque, vous rentrez, vous balancez des grenades qui endorment tout le monde. Ah mais ça, ouais, mais alors ça, oui et non, Yannick, disons que non, il y a des tonnes. Mais... Oui, c'est pour la, oui, c'est. Mais moi, ça, non, Roman, ça je veux pas entendre. Ouais, c'est pour la série. Si, pour moi, non, c'est des erreurs d'écriture. Dans ces cas-là, tu l'écris différemment. Tu écris différemment le truc parce que c'est des excuses, c'est comme on sait pas comment expliquer notre chemin dans un jeu vidéo, donc on va mettre des trucs en surbrillance avec une vision d'aigle. On sait très bien que c'est une limite de game design, et là c'est pareil, c'est une limite scénaristique. C'est-à-dire que si il y a toute l'armée espagnole qui encadre la banque et qu'il y a 10 clampins dont 3 ils sont en train de forniquer comme des lapins toutes les 5 minutes,
que t'arrives même pas à neutraliser, enfin, c'est qu'il y a un vrai problème, tu vois. C'est que c'est complètement, ça te sort du truc. Mais parce que oui, voilà, les policiers espagnols, c'est les gendarmes de Saint-Tropez, c'est pareil, c'est ça. En plus, ils sont tous caricaturaux, un peu gros. Attends. Autant les situations sont caricaturales dans la série, autant là, vous aussi, vous êtes en train aussi de caricaturer vos propos, tu vois. J'entends ce que tu dis. En même temps, il y a toute la dimension, comme je disais tout à l'heure, de la pression de l'opinion publique. J'ai glissé. Qui a une part importante dans l'intervention ou non de la police, tu vois. Et ça, il y a quand même une part de crédibilité là-dedans. Mais ça, c'est plus dans les saisons 3 et 4 que dans la saison 1 et 2. Ouais, mais là, on est en train de parler. On parle de la saison 3 et 4, là, maintenant, non? Ouais, mais non, moi, je parle déjà dès la saison 1 et 2, tu vois, la façon dont la police, en fait, est volontairement inactive parce que dès la saison 1, t'as quand même l'opinion publique qui est... À partir du moment où ils ouvrent les portes et qu'il y a un coup de feu qui est tiré, dans les 5 minutes qui suivent, n'importe quel pays au monde, tu vois, l'assaut est donné, et puis comme pour le théâtre en Russie, je sais pas quoi, tu vois, il y avait des preneurs d'otages, les mecs qui sont arrivés, et puis... Donc toi, tu prends ça pour des erreurs d'écriture? Ouais, pour moi, c'est des erreurs d'écriture, c'est des errances d'écriture, c'est-à-dire que tu peux pas mettre autant de forces de l'ordre autour d'une banque, et les mecs, ils sont là pendant 4 jours, ils bougent pas. Enfin, jamais t'as eu... jamais dans l'histoire du monde, t'as des... Parce que là, en plus, les otages sont pas directement en danger. Si tu veux, c'est pas la prise d'otage du GIA de l'Airbus à... Mais si, quand même. Non, il n'y a pas une revendication politique, il n'y a pas une détermination, il n'y a pas une volonté de mourir comme par exemple les terroristes islamistes qui jouent le rôle de monnaie d'échange et ça. Oui, mais ils ont rapidement le profil quand même des braqueurs. Ils voient très bien que c'est pas des assassins, ils savent très bien que les mecs en face, à la moindre bavure, et s'ils se font arrêter, ça multiplie par 10, 20, 30... l'intervention policière, enfin, les charges à terme. Donc, du coup, c'est... en fait, du coup, tu veux dire par là que même avant que Netflix ne mette son nez là-dedans, oui, c'était déjà pourri, mal écrit, nul, tout ce que tu veux. Alors. Non, j'irai pas jusque-là, mais pour moi, c'était surcoté, ça c'est clair. Et en fait, si tu veux, j'étais vraiment... j'ai toujours apprécié le personnage du professeur et la façon dont il écrit et sa relation avec Raquel, je la trouve bien et elle me fait vraiment penser à pour moi il y a clairement une influence de Death Note là-dedans. Dites-moi dans le chat si vous me suivez là-dessus, et je trouve ça très bien. Par contre, vraiment à l'intérieur de la prison, ces histoires mais sans queue ni tête, les mecs je sais pas, c'est des... À l'intérieur de la prison, à l'intérieur de la banque, pardon, c'est vraiment... Oui. C'est l'équipe de pieds nickelés, mais évidemment que c'est pour l'intrigue, mais c'est trop. C'est trop. Ces aspects-là sont dispensables. Je suis d'accord avec toi. Mais ça reste encore à peu près équilibré de première saison. Oui, les deux, ça se laisse regarder. Pour moi, ça se laisse regarder, mais je n'ai jamais compris les gens qui crient au génie. Tu regardes une série comme Gomorrah, tu cries au génie, ce truc tu le regardes 10 fois, même la réalisation, la réalisation, c'est vraiment le truc avec des musiques grandiloquentes, des cliffhangers toutes les 5 minutes. Enfin, tu vois, c'est un rythme tellement effrayé que tu poses pas les personnages. Waouh, quoi, tu vois, oui, en plus tout est marketé, c'est très bien ce que dit Sidonia dans le chat, le masque de Dali, la tenue rouge, le Bella Ciao, la musique Bella Ciao, toutes les 5 minutes dans n'importe quel bar un peu branché ou boîte, et Bella Ciao, avec les mecs qui arrivaient en tenue de Casa des Papel et les champagnes à la main. Ça, franchement, il y a une fois où ça m'a gavé, je me suis levé, je me suis barré d'un endroit. Voilà, c'est... Ah, mais ok, putain, oui, d'accord, j'entends ce que vous dites. Après, je pense que qu'on voit le mal partout pour les saisons 3 et surtout 4, j'entends. Non, mais après, les saisons 1 et 2, comme j'ai dit, ça se laissait regarder. Mais moi, j'ai jamais compris les gens qui criaient au génie. Tu cries pas au génie pour une série comme ça. Tu ne cries pas au génie pour une série comme ça. Parce que si tu cries au génie pour les saisons 1 et 2 de Casa des Papel, tu regardes Breaking Bad, tu regardes Oz, tu regardes The Shield, tu regardes The Wire, tu regardes Gomorrah, tu regardes toutes ces saisons-là, ou même The Office en termes de série comique, c'est pas du génie. On est sur la stratosphère alien. Je pense que personne n'a crié au génie pour autant. Ah si, putain, un nombre de gens qui ont dit meilleure série ever et tout.
Ouais, mais tu auras toujours des gens qui diront tel jeu c'est meilleur jeu ever, telle série meilleure série ever. Là, tu t'accordes de l'importance, tu donnes un effet loupe à un phénomène minoritaire, je pense. C'est pas un phénomène minoritaire, c'est un phénomène générationnel et. Non, mais après, la série a été un phénomène culturel, sans pour autant que tout le monde crie au génie. Enfin, il faut le comparer un peu aux 2 premières saisons de Prison Break. Tout le monde a kiffé. Non, la première saison, la deuxième, c'était déjà au Ouais, Panama, déjà, c'était déjà, ça partait c'était en déjà des fous cacahuète. rires avec un pote, on était là, on pleurait de rire Non, mais devant voilà, les conneries mais du truc. tu peux très bien faire un parallèle entre les 2 premières saisons de Casa de Papel et la première saison de Prison Break. Dans les 2 cas, beaucoup de gens ont kiffé, moi y compris. Oui, non mais ça je suis d'accord. Mais derrière, en plus, tu as eu les mêmes dérives C'était au même bien, moment, en fait. c'était bien. Franchement, je vais nuancer mon propos. Et c'est pour moi, il y avait des choses qui plombaient le truc et j'ai eu quand même du mal à aller au bout parce que j'en pouvais plus de ces histoires humaines qui étaient mal écrites en fait. Tu vois, genre, je vais juste faire une parenthèse après sur une série que je regarde en ce moment et qui est un bijou d'écriture et de réalisation. Et enfin, je demande pas à toutes les séries d'être aussi bien écrites, mais là quand même un minimum. Pour moi, j'avais vraiment l'impression que autant Professeur et Raquel étaient bien écrites, autant tout seul à l'intérieur de la prison, c'était de l'écriture de la banque, pardon. C'était pour moi, c'était love story et c'était loft story. Pour moi, c'était loft story. Exactement. Voilà, c'était niveau love story et là, ça me fatiguait. Le problème, c'est que a priori, tout porte à croire qu'il y aura une saison 5. Alors, le but, on parlait quand même de la saison 4. La saison 3 était déjà très bancale, avec des trucs abracadabrantesques, incrédules. Les seules choses que j'aimais bien dans la saison 3, c'était quand on voyait Berlin. Mais qui est complètement différent en plus, le Berlin de la saison 3. Ouais, ne spoilons pas. Non, mais il est complètement différent de la saison 1 et 2, et déjà ça c'est aberrant. Et mais cette histoire, j'avais impossible à rentrer dedans, abracadabrantesque au possible, et voilà, nul. Et la saison 4, franchement, je ne l'ai pas terminé. Hein. J'ai regardé un épisode et demi et ça m'a suffi. J'ai dit là, c'est trop. J'ai regardé la moitié. Narcos, très bien, Johanna, très bien. Attends, on va essayer de ne pas faire trop long sur la Casa des Papel. Après, on papote entre nous. Ouais. Après la Casa des Papel, on papote, vous inquiétez pas. Mais juste pour finir sur le sujet, c'est vrai que ma crainte, mais de toute façon, c'est même plus une crainte, c'est une réalité, c'est que, on en parlait entre nous, la saison 3 et surtout de ce que j'ai vu la saison 4, en fait, ça a fait tomber le château de cartes des 2 premières saisons, en fait. Toute la magie sur laquelle reposaient les 2 premières saisons, elle est tombée en éclats par les curseurs qui ont été poussés trop loin par la suite. Et j'ai déjà peur forcément qu'ils vont surfer sur une saison 5. Alors, je sais pas, parce que, malgré tout, je sais pas si tu as suivi comme moi, tous les retours, même du grand public, tu vois, où tu disais que les 2 premières saisons, les gens ont crié au génie. Là, de plus en plus de gens crient au scandale, tu vois, presque. Bien sûr. Donc, j'espère que ça va les faire réagir. Mais que c'est 6 saisons 5 qu'il y a. C'est le problème de ces séries où les mecs, ils ont de la matière pour faire une ou deux saisons. Ouais. Et après, derrière, il n'y a plus rien. Prison Break, c'était comme ça. Heroes, pareil. Heroes, c'était un gâchis monumental. Et en fait, c'est bien de savoir s'arrêter au bon moment, ou c'est bien d'avoir un début et une fin et de s'y tenir. Alors, du coup, quel avenir pour la série, là, du coup j'ai pas terminé la saison 4, mais pour moi, je pense que si ça appelle à une saison 5, c'est que la saison 5, elle soit plus sombre, mieux écrite, avec vraiment un nouveau pool d'écriture, avec un professeur qui reprend la main sur les trucs, et surtout la fin des dramas, la love story dans quel que soit l'endroit où il serait, où chacun reprendrait la consistance qu'ils avaient dans les débuts de la série. Ça permettrait d'avoir d'avoir quelque chose. Et là, juste pour terminer, la série que je regarde en ce moment et qui me met une baffe, c'est une série sur Amazon qui s'appelle Tales from the Loop. C'est très compliqué à expliquer. Déjà, en fait, Tales from the Loop, à la base, c'est un bouquin d'illustration d'un dessinateur scandinave. Ouais. Qui a fait des illustrations en imaginant une ville rurale américaine qui abriterait dans ses sous-sols un centre de recherche. Et ce centre de recherche serait mystérieux, beaucoup de gens de la ville y travailleraient mais ne parleraient pas de leur travail, et permettrait l'apparition de technologies et d'événements un peu surnaturels.
Et en fait, ça se passe, il n'y a pas de datage, mais dans les années 70-80, avec une technologie rétro-futuriste. Et en fait, juste à partir d'illustrations d'un auteur, donc juste à partir de dessins, Amazon a produit une série qui donc est dans ce contexte un peu étrange d'une ville perdue un peu, oui, Fringe, très bon, une ville perdue un peu au milieu de nulle part, donc il y a le Loop, c'est un centre de recherche souterrain, et en fait il y a plein de petits événements qui vont se passer comme ça. Dans un épisode, un type, il va se retrouver dans une réalité alternative, un autre, il va changer de personnalité avec son meilleur pote. Mais en fait, la technologie qui est un peu étrange parce que rétro-futuriste, avec vraiment, franchement, c'est comme si on avait imaginé le futur dans les années 50, tu vois. J'aime bien ce côté-là, un peu Fallout peut-être. Mais tout ça, en fait, c'est un prétexte pour des histoires humaines super profondes et super bien écrites et super bien réalisées, super bien donc là, c'est sur Amazon Prime. C'est en 8 épisodes sur Amazon Prime, 8 épisodes. Quel format? Ouais, 8 épisodes, quoi, 50 minutes? Ouais, je sais pas, une heure à peu près. C'est lent, il n'y a pas vraiment de vrai fil rouge, même si globalement, il faut mieux regarder les épisodes dans l'ordre. Mais c'est tellement bien réalisé, tellement bien écrit. La musique au piano est incroyable. Voilà, pour moi, il y a quand même un standard d'écriture, de dialogue, de réalisation et de peaufinage qui est tellement au-dessus du truc dont on vient de parler. C'est Tales from the Loop. Tales from the Loop, donc du coup, tu crées au génie pour ça. Attention. Parce que si dans 3 saisons c'est pourri, on te redira putain, Yannick, il a créé au génie. Je pense même pas qu'il y aura une deuxième saison. Enfin, j'ai pas fini. Il me manque le dernier épisode à voir. En tout cas, pour moi, la première saison, c'est une franche réussite. Après, je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité sur les personnages bien écrits, profonds, pas manichéens, une très bonne qualité de dialogue avec des bons acteurs. Voilà, Tales from the Loop. Voilà. C'est pas une série de science-fiction. La science-fiction n'est qu'un prétexte à raconter des histoires humaines extrêmement touchantes. Mention spéciale à aux épisodes 3 et 4 qui m'ont... les 4 premiers épisodes, c'est waouh. 5 et 6, un peu en dessous. Et 7, ça va. Et 8, j'ai pas encore vu, mais franchement, les 4 premiers épisodes, ouais, c'est... De toute façon, la critique a été... la critique qui a vu la série, et malheureusement, c'est surtout des anglo-saxons, en général, des critiques de confiance ont été absolument dithyrambiques. Et je les ai lus après, en fait. Moi, j'ai juste un pote, c'était JB de l'ABCDR du son, JB qui est un des fondateurs... Jean-Baptiste Vieille, pour ne pas le citer, qui a fait il a une newsletter qui s'appelle Curators, que je recommande à tout le monde, et ils ont recommandé ça. J'ai regardé tout de suite sans me poser de questions. Et voilà, donc on a fini sur La Casa del Papel, et maintenant on va passer un peu à l'antenne, à la libre antenne, en parlant avec les abonnés. Ils parlent de séries. Ozark, oui, je regarde Better Call Saul, bien sûr, je regarde Le Bureau des légendes, je regarde Westworld. Mindhunter, putain, il est dans mes recommandations de Netflix. Il faut que je le regarde. J'ai commencé, j'ai un peu du mal à accrocher parce que c'est ma faute. Je suis pas. Pourquoi Je suis pas dans le mood de regarder ça. Est-ce qu'on a vu Validé de Canal+, bien sûr, une série sur le rap français. Malheureusement, c'est un peu trop de caricatures, mais ça a le mérite d'exister. Mandalorian, j'ai adoré, évidemment. Ça se passe dans l'univers de Star Wars, mais c'est excellent, franchement. Sepsol, ouais, on en a parlé en off avec Yannick et Morgan. Lundi sur Netflix, un documentaire sur Netflix. Oui, bien sûr, Last Dance, évidemment, on va regarder ça direct. Westworld, toujours aussi bon. C'est Mésanger qui a commencé Tales from the Loop, c'est beau, voilà, c'est beau, c'est très politique. Ça ressemble à The Leftovers que tu cites et qui est une très bonne série. Validé, ouais, c'est quand même claqué en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est c'est le même problème que La Casa des Papel, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment envie de voir un truc sur le rap avec les mecs, tu vois, la conception des morceaux, qui écrivent. À la limite, le film d'Orelsan et de Grin, j'ai beaucoup mieux fait là-dessus. Et en fait, ils ont voulu rassembler tous les clichés des trucs de cité que t'entends dans les morceaux, le deal de drogue, tu vois, le mec qui est pas à l'aise avec les meufs et tout. Et en fait, au final, j'ai l'impression que Dark, c'est insane je valide totalement sur Netflix. Pour valider, j'ai vraiment l'impression que ils ont encore plus
créer de caricatures. Et je pense que les gens qui seraient pas familiers avec avec le monde du rap ou de la banlieue vont être confrontés dans l'idée que tous les gens sont des teubés comme ça, deal de la drogue et que tu peux t'en sortir qu'avec la musique ou le sport. Et en fait, je trouve ça assez discriminant et pas forcément respectueux, surtout que la grande majorité des rappeurs sont pas du tout des anciens braqueurs ou des anciens big-raveurs, à part quelques-uns. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup trop de clichés, beaucoup trop de scènes d'action qui avaient rien à voir là-dedans. C'était juste sympa de voir le poteau Yérim dans la série, c'était juste cool, quoi. Sinon, ouais, Tchernobyl, ouais, Yannick Charpentier, Tchernobyl, ouais, ça tue. Hein. Ouais, Tchernobyl, c'était une grosse claque. Franchement, une énorme claque. HBO, pareil, c'est extrêmement bien fait et tout. Mais là, pareil, tu vois, c'est un format, c'est quoi, 4-5 épisodes d'une heure, en fait. Des fois, t'as pas besoin de plus. Hein. Après, pour rire, moi, tous les soirs, avant de m'endormir, je regarde un épisode de Brooklyn Nine-Nine et je me marre comme c'est pas possible. Ah ouais. C'est très très bien. Moi, pour m'endormir, c'est 70 Show. Ah, il paraît que c'est cool, ça aussi, quoi. Ouais, c'est vieux, mais qu'est-ce que tu bois ? Ah, c'est juste de l'eau, hein, mais c'est une gourde. Ah, c'est bien pour éviter le plastique, ça c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Série The Witcher, j'ai pas encore vu. Attack on Titan, j'ai pas vu. True Detective, j'ai adoré la saison 1, moins la 2, beaucoup la 3. Curb Your Enthusiasm, je sais. Too Old to Die Young, je vais le noter tout de suite. Ça parle de quoi, Seb ? Explique-moi dans le chat. The Boys, c'est quoi la série avec les super-héros de Amazon ? J'ai adoré ça. C'est The Boys. Ah, c'est ça, oui, j'ai adoré. Alors, ok, d'accord. Sons of Anarchy, ouais, j'ai bien aimé. J'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu saoulé quand il y a l'Irlande, là. The Boys, ouais, c'est ça. The Boys. Après, les séries, il y en a plein. Je recommande vraiment à tout le monde Gomorrah. Donc, à regarder en VO, c'est extraordinaire. Subura, c'est pas trop mal, la série. Il y a eu un film aussi, mais la série sur Netflix. Dans le genre série italienne. Les Italiens font des très bonnes séries. Et en série française, j'ai beaucoup aimé le Bureau des légendes, c'est très bien. J'aime bien Engrenage parce que ça fait vraiment polar noir. C'est avec Sofiane. Non, Sofiane, il était dans le... Il était dans le... Putain, dans la série de Canal où qui est cool. Oui. Mais c'était quoi déjà ? C'était pas Engrenage ? Non, c'est une autre série, c'est là où... Les Sauvages. Les Sauvages. Là où ils élisent un président d'origine algérienne. Je trouve ça vraiment couillu. Là, c'est bien écrit, etc. Engrenage, c'est du polar noir à la française. Baron Noir, c'est très bien. J'ai pas tout vu, mais en série politique avec un Cadmerade absolument méconnaissable.